Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de David Thuillier et nous parlerons des origines de l'homme. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. David Thuillier, bonjour et merci d'être avec nous dans la Clé du Mystère. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous Alain. Alors, vous êtes responsable d'un site internet, divulgation extraterrestre. Quel est le but de ce site internet ? Alors, ce site internet, comme son nom l'indique, parle de divulgation extraterrestre, mais en gros, il s'occupe aussi d'essayer de révéler un peu tout ce qu'on nous cache aussi dans d'autres domaines. Ça peut aller de l'ufologie à la médecine. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des informations pertinentes ? Ah oui. Par rapport à tout ce qu'on connaît, parce que tout le monde connaît. Oui, absolument. Tout dépend du domaine sur lequel vous voulez que l'on parle. Oui, non, mais c'était juste pour faire une aparté, je veux dire, pour présenter un peu le site. Est-ce que vous avez eu des informations, est-ce qu'il y a du nouveau, justement, sur ce dossier OVNI ? Parce qu'on entend toujours parler, des OVNI tous les boulons, on entend toujours parler des mêmes choses, finalement, depuis des années. Oui. Alors, il y a une information, je ne sais pas si ça peut être confirmé, puisqu'il y a peu de sources dessus, j'en ai discuté avec d'autres ufologues. Il semblerait, on a des photos, mais c'est un canular, allez savoir, qu'il y aurait un OVNI qui aurait été découvert au fond de la mer Baltique, et cet OVNI est gigantesque. Il y a eu une expédition, on voit des plongeurs, je crois qu'il est environ 70-80 mètres de fond, donc c'est pas si énorme, et c'est une histoire de dingue parce qu'ils ont révélé l'intérieur de ce soi-disant vaisseau au sonar et ainsi de suite. Oui, on a fait l'émission justement sur le sujet avec Michel Genovès. Ah oui, ouais. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient là, j'ai pas entendu. C'est-à-dire que lui, il fait de la visualisation à distance, donc pour le grand public, la visualisation à distance, on peut mettre un point d'interrogation. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, bien entendu, mais c'est pas vraiment les preuves tangible. Alors paraît-il que ce vaisseau, d'ailleurs il y a des photos sur internet de ce vaisseau qui est au fond de la mer, qui serait à 70 mètres ou 80 mètres de fond, quelque chose comme ça. Paraît-il qu'il y a des autorités qui sont tout autour, qui surveillent, et voilà, bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Absolument. Il y a des témoignages apparemment, puisque ça se trouve dans la mer Baltique, des témoignages de pêcheurs qui verraient survivre des flots pour rentrer des choses un petit peu aussi. Alors par contre, au niveau des descriptions, là, il y en a qui parlent, ça peut sembler ridicule, espèce de sirène, un peu comme dans la mythologie, ou alors d'objets, toujours pareil, peut-on parler réellement d'objets, tout au moins de choses qui entrent et qui sortent d'eau, des pêcheurs qui parle de ça, voilà. Voilà, ça c'est la dernière info, on va dire, que moi j'ai pensé importante à en parler avec les autres ufologues, puisque comme vous le savez, au niveau d'ufologie, il y a ce qu'on appelle des cas fondateurs. L'affaire Roswell en est un. Il se trouve que depuis plus de 60 ans, on sait toujours pas la réalité de cette affaire, mais si là, dans la mer Baltique, il y a un vaisseau que l'on peut voir. L'histoire de Roswell, je veux dire, c'est à reléguer au musée d'ufologie. Bien sûr. Mais enfin, donc, c'est vrai qu'il faut avouer que cette affaire des ovnis, ça traîne depuis des décennies et on n'en sort pas, quoi. On n'en sort absolument pas. Voilà. On tourne en rond. Il y a beaucoup de désinformations. Il y a des informations qui circulent, qui sont réelles, mais noyées dans un flot de bêtises. Parce que donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Parce que il y a des gens qui veulent cacher certaines choses. Ça, c'est indéniable. Cacher quoi réellement? C'est une bonne question, mais il faut partir sur des faits concrets. Donc c'est pour ça que l'archéologie, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a énormément de faits, et à l'époque, on peut pas soupçonner qu'il y avait des services secrets ou quelque chose comme ça pour nous mener les gens dans des histoires un peu farfelues. Oui, mais vis-à-vis du grand public, vous comprendrez que les gens nous disent tout ça, ce sont des histoires, parce que on ressasse toujours les mêmes choses. Absolument, mais la plupart des gens, ils prennent leurs informations aux journaux télévisés,
Et les journaux télévisés ne parlent évidemment, ou très rarement, quand ils n'ont pas le choix, qu'il y a eu des centaines de témoins, comme par exemple la vague d'OVNI belge à la fin des années 80. Là, ils sont obligés d'en parler, mais le problème, c'est qu'il y a des affaires qui existent réellement, ou des choses qui sont indubitables, et ça devrait faire de temps en temps la une des journaux, et il n'y a aucun mot là-dessus. Donc c'est bien un élément pour dire qu'il quand même, on veut nous cacher des choses, c'est pas possible. Oui, mais alors on rentre dans l'ordre des suppositions. C'est toujours la même chose. On peut pas aujourd'hui dire, bah oui, on en est sûr à 100%, même si quelque part certains pensent qu'on en est sûr à 90%. Beaucoup d'auditeurs nous disent oui, on sait bien que nous ne sommes pas les seuls. Les gens ont pris conscience qu'ils n'étaient pas les seuls dans l'univers, hein, bien entendu, qu'il y avait d'autres planètes habitées. Mais de là à dire que les extraterrestres sont sur Terre et tout ce qu'on entend, on n'a pas véritablement de preuves. Donc, comment se fait-il que les gens ne se regroupent pas ensemble, enfin les ufologues par exemple, et ne demandent pas des comptes au gouvernement? Alors, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, où là on a des groupes importants comme le MUFON, le QFOS. Et ça, je précise, alors là par contre, je sais plus c'est lequel des deux, si c'est le MUFON ou le QFOS, qui a été fondé par le docteur Alan Hynek, lui-même qui a été engagé, donc un astrophysicien de pointe, dans les années 50, afin de rédiger tout un livre qui détruit l'hypothèse extraterrestre au niveau des apparitions que les gens voyaient en masse à l'époque. Donc c'est important parce que c'est nous avons là un chercheur qu'on ne peut pas mettre en doute, tout au moins sa crédibilité, et qui au début a complètement nié ce phénomène en donnant des éléments, mais des fois on ne peut plus farfelu pour un scientifique de son niveau, c'est incroyable, et qui ensuite du jour au lendemain a complètement viré de bord. Je pense que s'est dit on va pas duper les gens comme ça quand même, c'est pas possible, et donc a fondé sa propre association. Mais le problème c'est que les gens travaillent, ils sont isolés finalement, ils travaillent toujours en solo comme ça. Et c'est ça le souci, et c'est très désolant parce que comme vous le dites, si on arrivait à mettre sur pied au moins des équipes, pas forcément regrouper tout le monde, ça risque d'être dur, pluridisciplinaires, c'est-à-dire dans plein de domaines, des psychologues, des sociologues, des archéologues, des spécialistes donc en ufologie qui ont été sur le terrain, il est fort à parier qu'on en saurait beaucoup plus dans les 10 ans à venir. Oui, c'est certain. C'est ça que je comprends pas, c'est que les gens ne bougent pas. Le problème, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tout le monde a sa théorie sur ces histoires. Donc, il y en a qui pensent que les ovnis existent et sont uniquement matériels. C'est ce qu'on appelle la thèse tôle et boulon, dans le jargon de ce milieu. Et il y en a d'autres qui parlent d'autres dimensions, et ainsi de suite. Il y a les thèses de Jacques Vallée qui sont très bien. Tout le monde a un peu son opinion, comme vous dites, je parle bien d'opinion, comment prouver ceci. Et donc du fait, il y a aussi une course à la entre guillemets vérité, dans le sens où celui qui va sortir le premier des éléments de preuve, il va se glorifier. Et donc voilà, il y a des batailles clairement entre des groupes ufologiques ou des ufologues, et donc c'est très dommageable. Alors que tout semble quand même démontrer qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire par exemple, c'est pas une espèce qui viendrait nous rendre visite, mais beaucoup. Alors c'est pareil, il y en a qui parlent de nombres. On s'en fiche les nombres, on sait qu'il y en a plusieurs sortes. Alors récemment, nous avons abordé avec Frédéric Duboulet les tablettes sumériennes, les extraterrestres et l'origine de l'homme. Certains pensent encore que nous descendons du singe. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors c'est une farce, si je peux me permettre, absolument grotesque. C'est une fable qu'on peut raconter à des enfants dans une cour de récréation parce que c'est facile à prendre en compte, et puis voilà, c'est-à-dire l'homme descend du singe comme ça, il s'est relevé au fil des temps, des millénaires, et puis ensuite nous sommes arrivés, l'homo sapiens est arrivé. C'est une farce grotesque, cette histoire d'évolution, ça ne repose sur rien, il n'y a aucun élément. Beaucoup de scientifiques maintenant disent que c'est juste une spéculation, parce que où sont les preuves? Puisque Darwin, à son époque, et je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas un grand savant, mais on peut se tromper aussi, il l'a dit lui-même, puisqu'il a dit la preuve sera faite le jour où on
découvrira au niveau des fossiles des espèces intermédiaires entre l'Australopithèque, qui est le premier hominidé, et l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. On attend toujours ces éléments. Hein. On marque une pause sur Fréquence Évasion, revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de David Thuillier. Que pensez-vous des tablettes sumériennes? Les tablettes sumériennes, ça fait des années que je suis dessus, puisque moi, l'archéologie, j'ai commencé avec ça, et il y a beaucoup d'erreurs et de mensonges aussi dans ce milieu, des choses qui ne tiennent pas debout. Et évidemment, les tablettes sumériennes, c'est quelque chose de relativement renversant, puisque voilà une civilisation qui existait environ il y a 6000 ans, et qui décrit par le détail et le menu comment l'Homo sapiens, aurait été créé. C'est renversant puisqu'il parle de manipulation génétique. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai un extrait d'une tablette, hein, c'est pas très long, et je peux vous la dire, hein, pour vous donner à peu près l'envergure des choses. Je vais même préciser quelle tablette c'est, hein, comme ça, s'il y a des chercheurs qui veulent vérifier, ils auront, voilà. Alors, tablette sumérienne BM 78257 qui se trouve au British Museum. Voilà un exemple, hein. Puisque la déesse des naissances est présente, qu'elle crée un travailleur primitif. C'est lui, l'humain, qui portera le joug des dieux, qui portera le joug des dieux. Non, répétition. C'est l'homme qui sera chargé de leur labeur. Ils appelèrent et firent venir la déesse matrice, la sage-femme des dieux, la sage mamie, et lui dirent, tu es la déesse des naissances, crée des travailleurs, crée un travailleur primitif, qu'il porte notre joug imposé par Enlil. Je rappelle qu'Enlil, c'est un dieu important du panthéon sumérien. Donc je dis la suite, que l'homme assume la corvée des dieux. Mais la déesse de la vie ouvrit la bouche et dit au grand Dieu, je ne pourrais faire cela seul, mais seulement avec l'aide d'Ea. Et Ea, c'est aussi un dieu important. Tout ce qu'il crée est pur. Qui me livre l'argile, alors j'opérerai. Voilà, un exemple qu'on peut retrouver. Oui, effectivement. Alors, qui a traduit ces tablettes? Alors, il y a plusieurs traducteurs, effectivement, donc plusieurs traductions. Toujours est-il qu'il y a un chercheur dans les années 70, mais qui a été très controversé, qui s'appelle Zecharia Sitchin, décédé il n'y a pas longtemps. Et d'autres ont repris le travail. Il y a des professeurs d'université. Là, j'ai un professeur, justement, dans un livre de Pierre Jovanovic, qui est un très bon auteur. Attendez, que le professeur Rattinger, sériologue, à l'université de Berne également. Donc nous avons affaire de vrais spécialistes. Et donc les descriptions, bon, des fois ça varie à certains mots, mais si vous voulez, c'est similaire en gros. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors, il y a plusieurs tablettes. Combien de tablettes ont été traduites? Alors, il y a des milliers de tablettes qui ont été exhumées en 1850 par des archéologues britanniques, dans ces années-là. Mais à l'époque, Sumer n'était pas considéré comme une civilisation qui avait réellement existé, à l'instar de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il faudra qu'on y vienne à cette histoire, puisque l'Ancien Testament, malheureusement, c'est en fait des retranscriptions de ces fameuses tablettes sumériennes, mais longtemps après, donc avec des erreurs de traduction. Et si vous voulez, donc des tablettes ont été exhumées, mais il a fallu attendre dans les années 1950 environ, ou un peu avant quand même, pour commencer à pouvoir traduire cette langue énigmatique. Et donc, où sont passées ces tablettes? Ah, bah voilà une très bonne question. Alors, des tablettes sont détenues dans des collections privées de collectionneurs. Oui. Certaines tablettes, ça c'est important comme question, c'est très bien. Il faut savoir que la Mésopotamie, donc la civilisation sumérienne, occupait ce que l'on appelle maintenant l'Irak, une partie de l'Iran. Et évidemment, il y avait certaines tablettes d'ailleurs qui n'étaient pas traduites et qui étaient par exemple au musée de Bagdad et qui ont été subtilisées lors de l'invasion américaine en 2003.
et celles-ci n'ont pas été traduites. Alors, sans verser tout de suite dans des histoires de conspiration, on sait que ça a été dérobé de manière, on va dire, professionnelle, alors que soi-disant les Américains veillaient au patrimoine, donc qui est inestimable, irakien, et tout ça c'est parti dans la nature. Vous nous faire croire que des milliers de tablettes ont disparu comme ça et que personne n'a rien vu. Voilà. Alors comment se fait-il qu'elles se sont retrouvées dans des collections privées ? Ah bah sans doute parce que je pense que dans cette histoire, il y a des gens très bien placés au niveau finance, au niveau politique, au niveau dans plein de domaines, multinationales et ainsi de suite, voire même dans les banques, qui vont absolument pas envie que l'histoire réelle de l'humanité sorte, pour la simple et bonne raison, c'est que ça détruirait complètement l'histoire officielle et le pouvoir qu'ils exercent sur la population mondiale. Oui, mais alors encore là, on tourne en rond. Alors, est-ce que on va cesser un jour de tourner en rond ? Alors, justement, on peut tourner en rond si des infos qui sont essentielles circulent, puisque cette histoire de manipulation génétique qui est inscrite noir sur blanc, c'est inscrit en cunéiforme sur les tablettes. Évidemment, des auteurs se sont empressés de dire, vous voyez, l'être humain n'a pas été créé comme ça, il y a des manipulations génétiques. Or maintenant, la science actuelle, mais il faut trouver ces infos, la science actuelle est en train de donner un crédit absolument gigantesque à cette affaire pour la simple et bonne raison, c'est que par exemple, il n'y a pas longtemps, on a découvert au niveau de l'ADN, et ça c'est un fait avéré, ce sont des chercheurs qui sont pas dans l'ufologie, qui n'ont rien compris en faisant le décodage du génome humain, puisqu'on a découvert que 327 gènes au niveau du chromosome 21, c'est important de préciser tout ça pour ce qui va suivre, sont apparus soudainement, mais c'est-à-dire sans prédécesseur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est un peu comme s'il y avait eu un coup de baguette magique. Le seul problème, c'est que ça détruit complètement la théorie de l'évolution, parce que normalement, la théorie de l'évolution part du principe qu'il y a des changements progressifs et graduels, par petites touches, entre guillemets, et que les espèces ne se forment pas comme ça. Donc, c'est pas possible. Alors, là où c'est renversant, c'est quand ils nous donnent une explication, mais encore une fois, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent qu'en fait, c'est une infection bactérienne qui a infesté ce chromosome. Donc, en gros, il résulte d'un hasard incroyable où il y a eu des bactéries qui ont infecté l'ADN. Je trouve ça assez renversant. Mais alors, c'est ce qui expliquerait qu'il y a une telle diversité d'êtres humains sur la planète ? Ah oui, parce que en plus, il semblerait, je dis bien il semblerait, ça c'est à creuser, que certaines espèces, groupes raciaux, sont versées dans quelques xénophobiques. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Moi, j'aime le genre humain, en général. Il semblerait que, par exemple, en Asie, on a des groupes d'individus, et eux, ils le disent ouvertement, nos ancêtres sont extraterrestres. On a la même chose avec les Dokons du Mali, on a la même chose avec les aborigènes d'Australie. Enfin, c'est hallucinant. Toutes les peuplades comme ça, dont on n'entend jamais parler, disent tous ouvertement qu'ils viennent, Je voudrais citer, si c'est possible, aussi des travaux, parce que alors là, c'est encore incroyable, des travaux d'un groupe de recherche, pareil, sur le décodage du génome humain. Et eux, il y avait carrément dans leur équipe des informaticiens, des mathématiciens, enfin, il y avait vraiment toute une série de personnes influentes. Et eux, je peux citer leurs résultats, parce que là, ça vaut le coup aussi. Parce que eux, ils étaient juste en train de vérifier combien il y avait de gènes au niveau de l'être humain. Et leurs déclarations sont renversantes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été complètement, il faut juste que je retrouve, c'est quelque chose qui a été complètement occulté. C'est une étude de 2007 en plus. Oui, c'est assez récent. Moi, je raisonne avec des arguments scientifiques, donc moi je veux bien parler d'hypothèses, mais voilà. Alors, donc le groupe, c'est le groupe du professeur Sam Chang, et lui, il soutient qu'une quasi-totalité de l'ADN humain est d'origine non terrestre, pour une bonne raison. Il faut savoir que depuis le décodage du génome humain,
97% de l'ADN est quelque chose qui échappe aux scientifiques. Ils appellent ça l'ADN poubelle, puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est. Oui. Et voilà, c'est quand même hallucinant. Et après, ils viennent nous donner des explications alors qu'ils ne savent pas. 97%. Hein. Alors, au terme d'une analyse complète, avec l'aide d'autres scientifiques, des programmeurs informatiques, des mathématiciens et d'autres universitaires, voici ce que le professeur Sam Chang dit. Notre hypothèse repose sur l'idée qu'une forme de vie extraterrestre supérieure s'est livrée à la création d'une nouvelle forme de vie et qu'elle l'a installée sur plusieurs planètes, dont la Terre. Il n'est pas impossible, après la programmation, que nos créateurs nous aient élevés à la façon dont nous cultivons des bactéries dans une boîte de pétri. Nous ne pouvons connaître leur motivation, s'agissait-il d'une expérience scientifique, d'un moyen de préparer de nouvelles planètes à la colonisation, ou encore d'un business en cours sur le long terme qui consiste à implanter la vie dans l'univers. Voilà, un scientifique qui dit ça. Donc, vous voyez quand même qu'il y a du crédit dans cette affaire. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est les expérienceurs de NDE. Les expérienceurs de NDE, moi, je les ai suivis pendant des années. Alors, je cite toujours Nicole Dron, puisque Nicole est une expérienceuse de NDE, mais française, et c'est quand même un cas d'école. Elle a vécu toutes les étapes des NDE. Et donc, Nicole disait que quand elle était de l'autre côté, c'est-à-dire quand elle était rentrée dans la lumière, elle a reçu un enseignement général sur plein de choses, et on lui a dit qu'on avait ensemencé la Terre. Bon, voilà. Alors, Nicole avait 26 ans, elle connaissait rien à rien, c'était une bonne mère de famille, voilà, tout simplement, je veux dire, elle s'intéressait pas précisément à tout ça. Après, elle a fait des recherches, bien entendu, pour retrouver justement tout ce qu'on lui a dit dans son expérience, mais souvent, moi, je l'appelle, elle me dit, oui, on m'a dit qu'on avait ensemencé la Terre. Donc, là, c'est une information sûre. Ces gens-là ne racontent pas d'histoire et ils l'ont pas deviné. Et c'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec les tablettes sumériennes et toutes ces informations. Sans doute, parce que là, en plus, on parle des tablettes sumériennes, mais les légendes autochtones dans plein de pays racontent, avec leurs mots, évidemment, en gros, les mêmes choses. D'ailleurs, puisque on parle de ces tablettes, et je trouve bien, évidemment, ce témoignage de cette dame, comme vous venez de dire. Voilà, quelqu'un, mère au foyer, pourquoi aller inventer des histoires? Ah bah non, et puis c'était en 1968, elle avait 26 ans, c'était en 1968, on n'avait pas d'infos comme aujourd'hui, on parlait pas de ce genre de choses. Voilà, et puis en plus, effectivement, dans les années 68, à part quelques auteurs qui ont commencé à se manifester sur ce qu'on appelle l'archéologie interdite ou mystérieuse, comme Robert Charroux ou Erich von Däniken, à cette époque-là, personne encore ne parlait forcément... Il y avait déjà la théorie de la panspermie, et même de la panspermie dirigée. Alors, cette théorie-là, ce serait que notre planète aurait été ensemencée via les comètes, avec des bactéries, et ainsi de suite, et aurait pullulé sur Terre, et ainsi de suite. Oui, mais enfin, ça, c'est un peu... c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça, quand même, non? Parce que... C'est une théorie... par exemple, le docteur Francis Crick, qui est quand même l'un des scientifiques avec Watson, c'est eux qui ont le prix Nobel dans les années 50 pour avoir découvert l'ADN, justement. Ouais. Mais cette histoire d'être ensemencé par des comètes, etc., bon, là, il s'agit quand même d'êtres humains. D'êtres humains bien différents les uns des autres. Bien sûr, voilà. On est d'accord. Si je parlais de ça, c'est qu'il y a quand même eu d'autres théories que la théorie de l'évolution, puisqu'on retient que celle-là, au niveau des cursus scolaires maintenant, théorie qui, je le rappelle, quand elle est sortie à l'époque de Darwin, a fait un scandale, puisque tout le monde était pour le créationnisme. Et donc, il y avait quand même des théories concurrentes, mais qui ont échoué. Effectivement, moi, je pense que, je sais que ça semble de la science-fiction, mais je pense qu'effectivement, ça a été ensemencé, mais volontairement. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'espèce humaine, il est bien de se concentrer aussi sur d'autres espèces, aussi bien animales que végétales. Il y a vraiment des soucis. On marque une pause, sur Fréquence Évasion revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la dernière partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de David Thuillier. Mais à la base, il y avait des êtres humains, des hommes. Je pense à l'homme de Néandertal, par exemple. Donc, les extraterrestres, si extraterrestres il y a, seraient venus donc à cette époque-là, et à partir de cet homme primitif, aurait créé, avec ses manipulations génétiques, d'autres espèces. Disons que l'homme de Néandertal, ça reste encore un mystère, tout au moins à l'heure actuelle, parce que cette lignée s'est éteinte sans explication, comme ça. Elle s'est éteinte, hein. Il y a eu extinction de cette population. Alors on nous dit que c'est l'homme de... Alors au début on nous a dit que l'Homo sapiens effectivement descendait de l'homme de Néandertal. Ensuite ils ont encore changé d'avis en disant que non, c'est l'Homo sapiens qui a supplanté cet hominidé. En fait, en gros, ils savent pas quoi. Le seul mystère, c'est qu'est-il advenu de ces hominidés, quoi. C'est vraiment un mystère. Toujours est-il que si manipulation génétique il y a eu, il est possible que ce soit entre différentes espèces et qu'il y ait eu plusieurs manipulations, hein, parce que c'est hallucinant quand même. Hein. Oui, mais à la base, parce que si les planètes sont habitées, chaque planète a ses habitants qui lui sont propres. On est bien d'accord. Donc la Terre, je pense que c'était la même chose. Donc avant que ces prétendus extraterrestres soient venus sur la Terre pour faire leur manipulation génétique, il y avait bien une race qui occupait la Terre d'êtres humains. Alors certains auteurs parlent effectivement de races qui existaient avant l'Homo sapiens, qui étaient déjà avancées. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à un hominidé, si on peut le classer dans cette branche. Je suppose que oui, c'est l'affaire Toumaï. Là, c'est vraiment quelque chose de super encore, parce que là, on fait vraiment du mal dans cette histoire-là contre la théorie d'évolution. Puisque voilà, Toumaï, qui est censé être un Homo erectus, en fait, si c'est un Homo erectus, normalement, selon la théorie d'évolution, il marchait pas, il n'y avait pas la bipédie initiale, hein, ce qu'on appelle. Or, des études ont démontré, à l'aide de l'informatique et des infographistes, que et aussi au niveau du fossile lui-même, c'est-à-dire la composition de son squelette, qu'en fait, il était bien bipède. Donc, alors là, ça crée un vrai... Où est l'évolution dans cette histoire? Voilà, un Homo erectus qui marchait déjà sur 2 pieds tranquillement. Alors, ces hypothèses de civilisation, tout au moins de races qui auraient pu exister avant Homo sapiens, crée aussi un autre problème, et ça met de la confusion dans cette histoire. Parce que si, au niveau de l'archéologie, où j'aime beaucoup me renseigner, maintenant on est quasiment certain qu'avant la civilisation sumérienne, qui est censée être la première, tout au moins officiellement, il y avait d'autres civilisations bien plus anciennes. Et ça rajoute quelques soucis dans cette affaire, parce qu'il semblerait que sur Terre s'est passé vraiment tout, mais surtout pas ce qu'on nous raconte. Il y aurait eu d'autres civilisations anciennes. Par exemple, on a découvert il y a quelques années en Turquie, alors je risque d'avoir un défaut de prononciation, c'est Göbekli Tepe, je crois, un village. Et ce village donc est daté d'environ 10-11 000 ans. Enfin, c'est un peu dur à dater parce qu'il y a beaucoup. Mais il y a de magnifiques menhirs. On retrouve des menhirs en Turquie. Hein. C'est pas une affaire occidentale. Et des mégalithes comme ça. Et complètement par hasard, et ça remet absolument tout en question au niveau de l'histoire des civilisations. Donc on est vraiment dans quelque chose, c'est vraiment un contexte. Puisque là, on pourrait parler effectivement aussi d'artefacts qui ont été découverts, et il y en a de nombreux. Oui, on l'a évoqué ça avec Frédéric Duboulet dans une de nos émissions, mais on peut en dire quelques mots. Ah oui, parce que là, il y a vraiment quand même des choses qui vont pas, quoi, parce que le grand public devrait savoir ce genre de choses. Et, ce ne sont pas des canulars, hein, ça a été prouvé. Il y a par exemple ce qu'on appelle les pierres d'Ica. Ica, c'est au Pérou, qui ont été découvertes environ dans les années 50 ou 60, et qui montrent des choses absolument incroyables. Alors, ce sont des pierres qui peuvent faire la taille de la paume de la main, mais qui peuvent aussi avoir 50 cm au moins d'envergure.
Et alors, il y en a qui représentent des opérations à cœur ouvert, des transplantations cardiaques. Ouais. On voit sur certaines pierres des représentations, des cartes géographiques avec une précision phénoménale. Donc, si c'est un canular, les gens qui ont fait ça, ils sont professionnels à beaucoup de choses. Ça ne tient pas la route, cette histoire de canular. En fait, c'est un ouvrier ou un paysan qui a découvert ces tablettes d'ICA, et donc le pauvre, hein, je me moque pas du tout de lui, mais il était un peu illettré, donc de là avoir des connaissances d'un seul coup. Et en plus, ce sont des centaines de roches, de pierres qu'on a découvertes comme ça. Il a fallu qu'il travaille à la chaîne et puis longtemps. Et donc ils ont considéré que c'était des canulars, voilà. Il y a des pierres d'ICA qui montrent des hommes, enfin des hommes, tout au moins des individus nous ressemblant, voilà. Qui sont en train de chevaucher des dinosaures. Hein. Ah oui. Oui. Donc la théorie d'évolution, voilà. Alors quelqu'un qui s'est beaucoup spécialisé dans cette affaire et qui est aussi un scientifique de renom, dont je conseille les ouvrages qui sont relativement non seulement très bien documentés, mais en plus très scientifiques, c'est le docteur Hans Joachim Zillmer. Paléontologue et géologue, il travaille également régulièrement à l'Académie de sciences de New York. Et lui, il a rencontré donc celui qui tient ce musée, le docteur Cabrera, et il a pu voir cette collection de visu. Et a fait des études. Alors il y avait une espèce de pellicule au-dessus de. Cette pellicule ne peut être formée que par. Enfin, il faut une longue échelle de temps pour qu'elle soit formée. Donc ça peut pas être un canular, puisque sinon il n'y aurait pas cette pellicule sur certaines de ces pierres. Et non seulement ça, c'est que le docteur Cabrera lui aurait montré des roches, des pierres aussi, de sa collection privée à qui il ne montre pas et qui sont encore plus renversantes. Hein. J'en ai des photos, c'est une histoire de fou. Hein. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter justement par rapport à ce dossier? Alors, il y aurait beaucoup de choses à ajouter, puisque là on parlait d'artefacts qui tendent à démontrer que la théorie d'évolution n'est pas ce que l'on croit, qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais moi, c'est surtout que j'en ai l'intuition depuis que je suis très jeune. Et disons que la chose à ajouter, qui est vraiment importante, c'est qu'il y a toujours une bataille entre seulement deux théories, alors qu'il y en a plusieurs qu'on pourrait mettre en concurrence. C'est-à-dire, est-ce l'évolutionnisme ou le créationnisme qui a prévalu sur notre planète? Bon, les deux sont antagonistes, mais bon, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, le créationnisme, ont beaucoup d'éléments très intéressants, mais moi je crois pas du tout que ce soit Dieu tel qu'on le dit, puisque ce sont des erreurs de traduction, parce que en fait, il faut pas prendre ça comme Dieu au singulier, mais au pluriel. Donc les dieux, parler de Dieu, donc c'était Dieu qui avait créé les planètes, la Terre, le système solaire et l'univers. En quelque sorte, c'est la vérité, mais Voilà. faudrait redéfinir ce qui est Dieu. D'ailleurs, on en parlait Exactement. souvent avec Jacqueline Bousquet, avec les champs informationnels et le champ unitaire ultime qu'on appelle Dieu, qui est créateur de tout, hein, de Oui, tout, absolument. voilà, de tout dans son ensemble. Donc, mais faut pas réduire ça à Dieu qui a créé, voilà, c'est tout juste, Non, c'est voilà, pas un c'est petit ça. bonhomme dans les nuages, ça évidemment, hein, faut se sortir. Évidemment, non, mais Ouais. ça tient pas non plus la route. Cependant, effectivement, dans leur hypothèse, les créationnistes ont déjà dans leur rang aussi des scientifiques, mais en plus, il y a des éléments qui rejoignent les tablettes sumériennes, et pour cause, puisqu'ils travaillent sur les bases de l'Ancien Testament. Qui dit Ancien Testament dit donc la version tardive de ces fameuses tablettes. La traduction littérale qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. En fait, Dieu est appelé comme une entité s'appelant Elohim, alors que Elohim, c'est un pluriel, et ça veut dire au mieux les divinités. Donc, on voit bien qu'on a affaire à des personnages, là. Ouais, tout à fait. Plusieurs. Alors, David Tuillier, vous allez nous donner l'adresse de votre site internet. Oui, alors c'est www.divulgationextraterrestre.org. Oui. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Ah, il y a beaucoup de choses, hein, comme je Tous les disais, sujets. parce que on s'est rendu compte. J'ai travaillé avec mon ami Jérôme Goris, Oui, hein, oui. qui s'occupe un petit peu plus que moi du site. Je fais aussi moi personnellement les repas ufologiques à Tours. Ça D'accord. m'intéresse dans la région. Et donc il y a
beaucoup d'informations. Alors ça peut aller de certaines choses qu'on aurait pu nous cacher. Je dis bien aurait, hein. Il n'y a pas une certitude absolue sur tous les éléments non plus. Mais notamment au niveau des châteaux de la Loire, il y a des choses assez intéressantes. Il y a aussi des dernières apparitions d'OVNI, des témoignages. On a aussi tout ce que l'on peut nous cacher en médecine, et loin s'en faut, il y en a beaucoup de choses. Ça peut parler aussi de lithothérapie, donc tout ce qui est les roches et comment les utiliser, notamment la roche de Sunjik, qui est une roche exceptionnelle. Il y a vraiment beaucoup d'infos, hein, ça ne se limite pas à l'ufologie. Hein. D'accord. Eh bien, David Tuillier, merci d'être intervenu dans la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Merci de m'avoir laissé ce moment d'antenne. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.